Bonjour, ici Jody Bonnat et vous écoutez du Mur au Mic. Si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Bonjour, je m'appelle Catherine. Et moi, Adrien. Et vous écoutez du Mur au Mic. Du Mur au Mic, c'est un podcast sur l'art, en particulier l'art urbain. Vous savez, tous ces artistes qui font de la rue une galerie d'art à ciel ouvert, eh bien, notre objectif avec ce podcast, c'est de les faire connaître du grand public. Parce que si leurs œuvres sont souvent éphémères, certaines d'entre elles réussissent à rester gravées dans nos mémoires et faire réagir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Jody Bonnat dans son atelier à Villeparisis, en banlieue parisienne. D'abord, merci Joe de participer à du Mur au Mic et de nous laisser entrer dans ton atelier. Ravi, merci à vous. Merci aussi à vous, très chers auditeurs, d'être avec nous pour ce 4e épisode. Si vous souhaitez voir les réalisations de Jody Bonnat, rendez-vous sur son compte Instagram, Jody Bonnat. Jody Bonnat a 44 ans. On peut dire que ça fait longtemps que t'es... On peut dire que t'es vieux. Ça te choque? Non, quand même pas. On dit sage, en fait, on dit pas vieux. T'es dans le milieu depuis assez longtemps. Ton art a évolué avec le temps. À l'époque, t'avais 13 ans, à peu près. Tu sortais par la cave là, de chez tes parents. Tu sortais en douce pour rejoindre tes amis, notamment les graffeurs Nestor et Lec. Tu taguais les trains, les murs, t'allais dans les zones industrielles. Qu'est-ce qui t'a poussé là, au départ à te lancer dans cette aventure-là? Alors, en fait, j'ai eu la chance de grandir en banlieue parisienne. Et moi, j'ai grandi avec la culture du skateboard, évidemment, donc du graffiti, du rap, de la musique, etc. Donc, autour de chez nous, dans les cités autour du 93, donc moi, c'était à Neuilly-Plaisance. À côté, il y avait Neuilly-sur-Marne, Montfermeil, Clichy. Il y avait plein de rappeurs, il y avait toute cette culture hip-hop qui était en train d'émerger avec les premiers groupes comme Run DMC, Public Enemy, etc. Et le graffiti était très lié à cette culture-là. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui m'ont tout de suite fait découvrir, donc un petit peu plus vieux, ils étaient un petit peu plus vieux, donc ils m'ont fait découvrir des groupes. Et un jour, ils ont ramené des bombes de peinture, donc on va dire en gros les grands frères, hein. Et ils ont dit venez, on a vu un film, ça s'appelle Colors, c'est un film extraordinaire, on va le regarder, ils font des tags dedans, vous allez voir, c'est fou. On a regardé ce film là et on s'est dit mais attends, c'est dingue quoi, faut faire ça quoi, ça nous a excités. Et les premiers tags qu'on a fait, c'est des tags Colors comme le film, donc un vieux film américain des années 70 je pense. Bah, c'était une référence un peu dans le milieu au début. Après il y a eu Wild Style aussi. Et on a été, on a tout de suite, dès qu'on a vu le film, on avait des vieilles bombes de peinture, type un peu bombe pour peindre la voiture, quoi. Donc c'était pas les bombes qu'on connaît aujourd'hui. Et on a été tagués dans des usines. Et moi, j'étais tout petit, quoi. Et la sensation que j'ai eue, c'était une sensation de liberté, d'être un peu waouh, je suis le maître de la ville, quoi. Je mets un tag c'est fou. On avait l'odeur, on avait l'adrénaline, on avait tout ça. Et ça m'a excité. Et puis vu qu'il y avait la culture skateboard aussi à côté, donc ça nous permettait d'aller loin dans la rue, d'aller un petit peu partout. Et puis voilà, c'était vraiment un sentiment de liberté. À cette époque, tu signais tes tags sous le blaze Anos. Lors de sorties donc nocturnes avec tous tes amis, qu'on vient de le dire, l'objectif c'était quoi? C'était au-delà de la liberté, qu'est-ce que ça t'apportait? En fait, c'est vrai que ça apportait en plus de ça une reconnaissance, parce que moi j'avais choisi ce blaze, en fait j'avais mis toutes les lettres de l'alphabet dans le désordre, un peu je regardais les lettres que je trouvais les plus jolies à faire en tag et en graphe. Et puis j'avais mis ces lettres-là, donc il n'y avait aucune signification. A-N-O-Z-E, en plus j'arrivais à l'enchaîner très vite. Et en fait, ça me donnait une certaine prestance. C'est-à-dire que le fait d'aller en mettre 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100, les gens, une fois, je me rappelle, j'avais pris le bus et il y a un gars qui regardait partout et qui disait « Mais c'est qui ce Anos ? Il y en a partout. » Et là, je m'étais dit « Waouh, j'ai réussi ma vie, quoi. » C'était pas le cas, mais en tout cas, ça m'a donné ce côté de me dire « Ouais, je suis quelqu'un, quoi. » Et ça permettait aussi d'avoir une identité. C'est dur d'avoir une identité quand on est adolescent.
même par rapport aux autres, par rapport aux gens plus brillants, par rapport aux filles, un peu comme la musique aussi. Hein. C'était un petit peu celui qu'on met le plus partout. Voilà. Tu as passé du tag au graphe à une certaine époque, mais c'est quoi là, ta vision du tag en ce moment? Est-ce que tu le vois autrement? Parce que toi, tu as évolué, mais quand tu te promènes à Paris, quand tu te promènes dans ces banlieues-là, comment tu les perçois, ces tags-là? Bah, maintenant, c'est vrai que... Alors ça, c'est probablement l'âge, en fait. Mais c'est vrai que... Parce que t'es vieux et sage. Voilà, je suis sage. je suis sage. Très sage, même. Non, alors vraiment, je trouve que là, Paris... Alors, c'est vrai que plus jeune, je trouvais ça super stylé quand je voyais un tag. À l'époque, c'était Degré, Ueno, Colors... Nous, on débutait, on voyait des gars qui avaient un level incroyable en lettrage et tout. Donc, quand je regardais les tags, je regardais pas sur le support sur lequel il avait été fait, mais la technique, enfin voilà, les lettrages que les types avaient. Et je faisais pas gaffe et je trouvais ça génial. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a de moins en moins de techniques. Personne ne propose des tags avec... à part peut-être un ou deux, mais voilà, il y a notamment Vision, je le cite parce que je trouve que c'est un tagueur exceptionnel, mais je le vois pas dégrader Paris. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui n'ont pas du tout de niveau, qui saccagent Paris, et tu as l'impression que Paris, c'est devenu une ville d'entraînement pour ces gens-là. Et je trouve qu'ils devraient déjà apprendre à faire des choses et après aller dans Paris éventuellement pour poser un truc assez exceptionnel. Mais moi, quand j'étais jeune, il y avait par exemple les NTM, donc 93 NTM, qui allaient poser des tags, qui rappaient aussi, voilà, qui sont devenus connus dans le rap, mais qui étaient très très forts en tag et qui savaient à l'époque qu'ils mettaient leurs tags dans des endroits vraiment intéressants où il y avait une interaction aussi avec les autres taggeurs. Aujourd'hui, c'est un petit peu quand même, je trouve... un peu dégueulasse. Il y en a vraiment partout et moi, ça me dérange de voir des façades de maisons parisiennes, des immeubles haussmanniens avec des gros tags rouges. Enfin, moi, personnellement, là, aujourd'hui, ouais, je trouve que c'est de la dégradation totale, quoi. Il y a pas de niveau et Bah justement, tu parlais de Paris recouvert. Peut-être pour les auditeurs et recontextualiser, on est à la fin des années 90. À l'époque, donc le maire de Paris, c'est Jean Tiberi, et sur le modèle un peu du maire de New York, Rudolph Giuliani, il a mis en place une politique tolérance zéro par rapport aux tags et aux graphes qui prennent une place énorme sur les villes de Paris. Et donc cette politique de tolérance zéro, elle passe notamment par donc la mise en place de brigades anti-graffiti qui donc documentent l'ensemble des graphes et des tags réalisés par les artistes, et également des brigades de nettoyage pour nettoyer. Et je crois qu'à l'époque, c'était plus de 400 000 mètres carrés qui avaient été estimés par la mairie de Paris. Et un budget peut-être de plus de 80 millions de francs à l'époque. Et derrière, c'était également la possibilité de mettre des amendes conséquentes, voire des peines de prison. Est-ce que ça, justement, c'était un des facteurs qui a joué sur le fait que tu as arrêté à cette époque le graphe assez rapidement? Bah, c'est vrai que ça me rappelle plein de souvenirs. Il y avait la Comatec avec la RATP qui justement référençait les graphes. Il y avait, comme tu dis, cette tolérance zéro. Et puis, tout était nettoyé très vite. Ouais. Donc après, il y avait ça, c'est-à-dire que dès que tu allais faire quelque chose, tu avais ta photo, mais bon, souvent on n'avait pas la photo, il n'y avait pas le numérique non plus. Hein. Je vais vraiment passer pour un papy, mais c'est vrai. Donc aujourd'hui, tu appuies avec ton iPhone, tu as tout de suite ta photo, tu as ta trace. À l'époque, il n'y avait pas ça. Donc voilà, moi c'était la pellicule. Oh, on va développer une petite péloche. Donc ouais, c'est sûr que quand tu te faisais nettoyer tout de suite, que tu risquais, à l'époque, je crois c'était 5 ans de prison ferme et 500 000 francs d'amende. Oui, on était en francs. Catherine me regarde, mais on était en francs, effectivement. J'essaie encore de faire la conversion canadien-franc avec euro. Là, 500 000 francs, c'était, voilà, tu pouvais t'acheter une maison. Enfin, c'était, voilà, tout ça a été très compliqué. Et c'est vrai que c'était, malgré tout, très décourageant. C'est-à-dire que finalement, cette politique, elle a bien fonctionné. Après, est-ce que c'était la meilleure des politiques à avoir ? Je pense qu'on peut... aujourd'hui, moi, si j'étais en politique, oui, je serais quand même assez dur avec tout ce qui est dégradation de l'espace public, que ça soit les déchets. Mais aujourd'hui, un tag, pour moi, certains tags c'est des déchets, en fait. Donc, c'est compliqué. Je me mets à leur place et je peux comprendre. Mais nous, dans ce jeu-là, souvent, on était perdants.
Et si on se faisait attraper, moi, ça m'est arrivé de me faire casser la gueule par les flics. Tu te retrouvais en garde à vue. Je me suis déjà retrouvé à poil, tu vois, genre. C'était de la provocation. C'était pour nous faire peur. Me retrouver assis tout nu devant des flics, faut quand même avoir un peu de tenue face à eux et puis de se dire, vas-y, je soutiens le truc. Donc voilà, ils enlevaient nos lacets à nos chaussures pour pas qu'on risque de faire des trucs. Enfin, tu sais, tu te disais, attends, mec, je suis pas criminel, quoi. J'ai juste posé un tag dans Montreuil. Tu tué personne. Donc c'était un petit peu, voilà, ils nous humiliaient, ils le faisaient devant les vitres pour que les gens qui marchaient dehors puissent nous voir. Enfin, donc ça faisait trop. C'était une leçon pour les autres en même temps. Exactement. Et en plus, ils savaient très bien que nous, on allait le raconter aux copains. Mais ça faisait trop de choses pour, c'est vrai, garder. C'était difficile de garder de la motivation à cette époque. À l'époque où il y a eu aussi le Louvre, alors là c'était la folie complète, quoi. Ça a fait la une de tous les journaux, du journal de 20 heures, enfin avec Asile et tout ça, enfin c'était la folie complète, quoi. Moi j'ai pas été jusque là quand même, hein. J'étais un petit joueur à côté de ces mecs là, mais Et pour me remettre en contexte, qu'est-ce qui s'était passé au Louvre? Ils sont descendus à la station Louvre. Ils se sont fait enfermer dans le métro la nuit, donc c'était des taggers, ils étaient plusieurs, et puis ils ont tout massacré, et nous on avait trouvé ça extraordinaire. Nous on avait il n'y avait pas d'acte artistique en soi, on est des vandales, en fait c'est du vandalisme pur, c'est de la provocation pure, mais elle a fait le buzz, quoi, à l'époque. Et c'est vrai que pour le coup ils avaient été nous on était très très impressionnés, quoi. C'était devenu nos héros. Et Asile sur les métros faisait ce qu'on appelle des punitions, c'est-à-dire qu'ils mettaient Asile sur des rames complètes comme ça, et nous on se disait putain le mec voilà, donc tu devenais une star un peu à l'époque comme ça, en vandalisant. From the street to the wall, it will speak to you. From the street. C'est aussi à cette période que tu as évolué justement du tag au graphe. Comment cette transition au-delà, on va dire, du besoin de faire évoluer son style et de le structurer, comment ça s'est réalisé? En fait, tu n'avais pas tellement le choix. C'est-à-dire que soit tu restais dans ton tag et puis tu tournais autour un peu, un peu comme un chien qui va mettre sa trace sur les murs. Mais voilà, c'était important d'évoluer aussi, de faire des lettres plus grosses. Donc plus les lettres sont grosses, plus t'es vu. Et puis donc moi, quand je suis rentré au lycée, dans ma classe, j'ai eu la chance de rencontrer Nestor, qui m'a très rapidement fait rencontrer Lec, et qui avait déjà quelques longueurs d'avance par rapport à moi sur le travail, et qui m'ont vraiment influencé. Et l'idée, c'était de faire des lettrages puissants, dynamiques, qu'on puisse lire quand même. Nous, on voulait quand même que le grand public puisse lire notre blase, même s'il ne le faisait pas. Et voilà, donc ça s'est fait vraiment petit à petit. Mais on a commencé à réfléchir là-dessus, à faire des lettres. On essayait de faire des lettrages intéressants. Et puis on a commencé très vite à être influencé par l'étranger, notamment la scène hollandaise, avec des garçons comme Metz, Pawn, Gasp. Enfin voilà, toute cette scène-là qui était eux qui avaient, alors là pour le coup, des années d'avance, quoi. Je crois qu'il y a aussi ta professeure d'art plastique, Claudie Lax, qui est aujourd'hui une artiste aussi très reconnue pour son style, ses grands formats très colorés. C'est une personne qui t'a beaucoup influencé. Je pense qu'il t'a aussi poussé dans ton art qu'on peut reconnaître un peu plus aujourd'hui, le pop graffiti. Ah, complètement. C'est vrai que ça, c'était incroyable. C'est-à-dire moi, j'avais plus d'endroit où aller. On voulait plus de moi à l'école. J'avais plus... c'était soit je faisais un bac pro ou quelque chose comme ça, je voulais rien faire, et ma mère elle a trouvé cette option de me mettre au lycée, mais avec cette option art plastique qui était très forte à l'époque, donc c'était un coefficient 6, c'était un bac littéraire en fait. Donc j'avais beaucoup d'heures de philosophie, français et art plastique. Et la professeure d'art plastique, donc, qui était cette fameuse Claudie Lax, c'est une femme qui a vraiment changé ma vie, carrément, du tout au tout, parce qu'elle nous a vu en fait graffer. Elle a trouvé ça intéressant, mais elle a trouvé que, voilà, elle nous a rapidement dit, les gars, vous tournez un petit peu en rond. Enfin, ce que vous faites, c'est sympa, des lettres, ouais, mais bon, l'art, c'est pas ça. Et elle nous a rapidement emmenés au Rijksmuseum à Amsterdam. Elle nous a fait découvrir plein de choses. On allait très souvent à Beaubourg.
Et puis elle nous a ouvert à plein d'artistes comme Support Surface, enfin tous ces gens qui exploraient d'autres univers et elle les confrontait avec le nôtre. Mais nous, ça nous paraissait aberrant à l'époque. On se disait mais qu'est-ce que vous nous racontez? Enfin là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Nous, on est des rebelles. Nous, ce qu'on fait, c'est mieux. Le reste, c'est de la merde. Enfin voilà, on était un peu dans cet esprit très petit rebelle quoi. et on s'est vite rendu compte que ce qu'elle nous proposait était extraordinaire et qu'elle nous ouvrait les yeux sur un autre champ des possibles. Et voilà, donc j'ai eu énormément de chance de l'avoir en professeur d'art plastique pendant 3 ans. Et puis, elle m'a présenté au concours général d'art plastique. Je crois que c'était très complexe, hein, les sujets. C'était un peu des sujets de philo, mais je crois que c'était le dedans cache... ou le dehors cache le dedans qui révèle le dehors. Enfin, c'était un sujet un peu comme ça, un peu abstrait. Et je m'étais dit, tiens, pour révéler le dedans, je vais travailler avec des surfaces et des collages. Et j'avais fait un graphe. Et par-dessus, j'avais mis des cartons plumes que j'avais collés par-dessus mon graphe. Et je les avais enlevés et j'en avais recollé par-dessus que j'avais enlevé. Donc, j'avais commencé à travailler par ce système de strates. Elle avait trouvé ça vraiment génial. Elle m'a dit, écoute, si tu es dans cette vibes-là, je peux te présenter au concours général d'art plastique. Et j'avais fini premier. Donc ça, c'était vraiment une petite consécration pour moi à l'époque. Et j'avais eu 19, je crois, au bac en art plastique. Donc, j'étais très, très intéressé justement pour toutes ces recherches de surface, de support. C'était une époque vraiment riche et passionnante. Vraiment, ouais. C'était en vraie cocotte minute. J'étais entouré de super artistes, donc c'était super à ce moment-là. Je fais un petit clin d'œil parce que, sachez-le, cher auditeur, Jody Bonnat a du jour au lendemain, si on veut, mis pause sur sa carrière de tagueur, graffeur en 2000. T'as mis tout ça de côté. Tu t'es dédié à une autre de tes passions qui est la musique, une passion que tu as partagée aussi avec plusieurs de collègues de classe dont tu nous parlais, les frères ténors Alania, merci beaucoup, le musicien Dan Levy du groupe The Do. Je suis bon, hein, t'as vu? Tu suis bien. Et tu as eu ton propre groupe de musique pop-rock français du nom de Hotel pendant une dizaine d'années. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé vraiment, OK, je mets tout de côté, je me passionne de ça, mais maintenant, allez, on fait la musique? C'est un peu la suite de ce qu'on disait tout à l'heure, ce moment vraiment un peu clé dans l'époque du graffiti où il y a eu un vrai changement, c'est-à-dire que voilà, même, tout le monde l'a senti, il y a eu moins de tags dans Paris, ça s'est essoufflé. On n'avait pas d'expo en galerie, on ne voulait pas de nous. Pourtant, on essayait de proposer des œuvres. Donc, on était un petit peu les vilains petits canards de l'art en général. Donc, voilà, c'était compliqué parce que on risquait des amendes, on risquait la prison. Enfin bon, au bout d'un moment, tu te dis, voilà. Et depuis à peu près l'âge de 16-17 ans, j'ai toujours écrit en parallèle, donc j'écrivais des chansons et puis un jour j'ai eu la chance de rencontrer un super ingé son qui était un pote, qui était un pote de pote dans la banlieue et qui lui était dans le hip-hop, donc qui faisait de la production hip-hop, qui enregistrait des rappeurs, etc., qui avait déjà pas mal de matériel de studio. Et puis voilà, moi j'avais mes chansons sous le bras avec ma guitare acoustique. Et puis un jour il dit tu passes au studio, il y aura que des rappeurs et on va t'écouter. Et là ça a été le casting de ma vie parce que quand tu écris des chansons pop-rock en français qui étaient assez romantiques malgré tout et que tu te retrouves devant des mecs de banlieue qui écrivent des textes plutôt hardcore et que tu chantes tes chansons, voilà, je me suis pas démonté. Et donc j'ai chanté 3 chansons et au bout de la 3e, il dit c'est bon, on va bosser ensemble. Et il m'a dit on bossera, je pense, pendant longtemps. Donc il m'a dit ça et puis dès le lendemain, je suis venu chez lui, on a commencé à bosser. Donc avec des prods assez orientés hip-hop et mon côté un peu folk. Donc ce qui a donné un mélange assez sympa. Et on a fait un premier EP qui a été dans tous les points d'écoute, Virgin, Fnac, très très vite et qui passait dans pas mal de radios en France, jusqu'à 4-5 fois par jour sur certaines stations. Donc je me suis dit, il y a un truc... Enfin voilà, quoi. Je m'entendais quand j'allais au travail, je faisais de la mise en rayon le matin, je m'entendais sur le trajet en voiture.
Je me disais, ouais, ça fait bizarre. Je m'entendais même dans le magasin. Quand je mettais mes cartons en rayon, j'entendais mes chansons. Donc je me disais, bon, bah, c'est vrai que le graffiti, enfin voilà, je le mets un peu de côté, quoi. Il y avait vraiment quelque chose qui s'est passé. Et puis bah, après, on a créé un groupe qui s'appelait Hotel, et puis on a fait pas mal de choses ensemble. On a fait donc des musiques de pub, de films, des musiques pour Sony, pour des chanteuses R&B, pour Paco Koné, qui est un musicien africain. Enfin voilà, dans le studio, on a eu l'Afrique, on a eu l'Asie, on a eu plein de choses, quoi. On a eu même Bruno Coulet qui fait toutes ces musiques de films, qui nous a donné carrément de ces musiques pour qu'on les sample. Donc ouais, on a fait plein de belles choses à ce moment-là. Ouais, c'était vraiment, enfin, c'était des très belles années aussi. Donc jusqu'en 2012-2013, tu abandonnes la musique et tu te remets à l'art, notamment suite à un cadeau que tu as offert à Amélie, donc ta compagne. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Bah écoute, je vais laisser la parole à Amélie. Hein, tu veux en parler, Amélie ? Elle est juste à côté de nous. Ah, t'es timide ? Bonjour. Bonjour Amélie. C'est là où j'interviens dans la vie de Jody Bona. En fait, voilà, fin 2011, il m'a offert une œuvre. Donc moi, j'avais vu un petit peu ce qu'il faisait. Donc je savais qu'il était musicien, chanteur, et il m'a montré un book où il y avait tous ses dessins, toutes ses œuvres. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait que tu fais plus de peinture, parce que c'est hyper bien ce que tu fais. Et du coup, on s'est mis en couple et je lui ai dit, bah, si tu veux me faire plaisir à Noël, offre-moi une toile parce que je serais hyper contente et hyper touchée. Et je lui avais même dit, si tu m'offres une toile, je t'épouse. Alors bon, ça fait 8 ans, donc j'attends toujours. T'en as seulement eu une depuis. Hein. Ouais, voilà. Et donc, il m'a offert une œuvre que j'ai trouvée absolument magnifique, Pink Lady, elle s'appelait. Parce que j'aime les pommes Pink Lady. Et donc voilà, j'ai trouvé ça magnifique. Il a continué quand même dans la musique pendant 1 an. Et il y a eu des petites histoires dans son groupe. Il y a une petite descente dans son activité musicale. Et je lui ai dit, bah écoute, tes toiles sont belles, lance le truc et puis moi je t'aide, je te soutiendrai là-dedans. On va acheter de la peinture, on va acheter des toiles, fais quelques œuvres et puis on va présenter ça à des galeries en fait. Jo, sa première réponse ça a été écoute, je pense que tout le monde s'en fout du graffiti. Et puis la première fois que j'ai présenté ses œuvres dans une galerie, il a été pris dans la galerie. Donc en fait ça a été très très vite. On a été hyper étonnés, on savait pas comment ça fonctionnait. Enfin, on s'est checké en se marrant. Et puis c'était le démarrage, quoi. Enfin voilà. T'es un des fondateurs du pop graffiti, savant mélange entre le style graffiti et le pop art, qui est un courant artistique et culturel donc des années 60, qui s'est fait connaître notamment par les artistes américains Roy Lichtenstein, encore Andy Warhol, ou pour plus français l'artiste César. Le concept était assez simple, c'était l'utilisation de techniques industrielles, donc sérigraphie ou même peinture acrylique, et d'intégrer des éléments visuels populaires dans le champ pictural qui permettaient de toucher une large audience. C'est important pour toi aujourd'hui de proposer un art accessible ? Bah oui, complètement, parce que c'est vrai que à l'époque, on peignait que pour les initiés. C'est-à-dire que le graffiti, c'était vraiment... Elle avait raison, notre professeur, quand elle disait qu'on tournait en rond. Parce que c'est vrai que quand on faisait un graphe, on se disait oui, il va être vu, mais on se doutait très bien que celui qui allait le voir et le remarquer surtout, et le décortiquer, le décrypter, ça allait être forcément quelqu'un d'initié à ça, donc un autre graffeur. Et l'autre graffeur faisait pareil, sauf qu'au final, après, ça faisait une scène on va dire d'artistes, mais que pour les artistes. C'est comme si aujourd'hui, il y avait une salle de concert qui faisait des concerts que pour les musiciens. C'est un peu idiot, en fait. Et c'est vrai que l'art, pour moi, il est fait pour être donné aux gens. C'est-à-dire que tu proposes quelque chose, surtout nous, dans l'art urbain. Tu peux aller dans l'espace urbain, tu fais une œuvre. À partir du moment où elle est faite dans l'espace urbain, elle ne m'appartient plus, elle appartient aux gens. Chacun peut la voir comme il veut. Ça veut dire que chacun peut se l'approprier et l'interpréter à sa manière. Et puis voilà, c'est plus à nous. Donc c'est vrai que ça, c'est une chance. Et puis pour moi, voilà,
l'art de Warhol, il a dépassé toutes les frontières, même des supports artistiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il a débordé partout. Et ça, je trouve ça extraordinaire quand ça touche tout le monde à ce point-là, quoi. Quand il y a une voiture qui s'appelle Picasso, moi, je trouve ça hyper pop. Et justement, donc si on revient un peu aux œuvres que tu réalises aujourd'hui, en termes de process de création, quelle est ta façon de travailler ? Moi, en fait, je travaille par étapes, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail d'addition pour après aller vers un travail de soustraction. C'est-à-dire que je commence par un fond très graffiti, donc influencé par ce que j'ai vécu, donc, dont on parlait tout à l'heure, fallait peindre vite. Donc quand tu peins vite, il y a une gestuelle assez rapide. Donc j'essaie de garder cette gestuelle un peu dynamique, humaine aussi. J'aime bien que les traits soient assez humains, qu'on comprenne qu'il y a un humain derrière et pas une machine. Et ensuite, très punchy au niveau des couleurs. Ensuite, je vais rajouter des pochoirs assez basiques, justement à la Roy Lichtenstein, avec des lignes ou des points, des trames, influencés par les trames. Et par là-dessus, je vais coller des vieilles affiches. Donc, après, certaines fois, comme disait Amélie, c'est de la récup ou des affiches que je fais printer, que j'adore et puis qui sont introuvables aujourd'hui, c'est-à-dire des vieux magazines des années 50 des États-Unis ou de je sais pas où, enfin, ou même d'Inde. Là, en ce moment, je suis vachement sur l'Inde. Ouais. J'ai vraiment du mal à en trouver. Donc, tu vois, affiches de films de Bollywood. Voilà, ouais, des choses comme ça. Il y a des couleurs, enfin, c'est complètement délirant. Donc, j'essaye de les retrouver, de les faire printer. Et après, par-dessus ça, je vais mettre un portrait. Et ensuite, je vais déchirer les différentes surfaces pour retrouver le graphe du fond. Et là, on arrive sur le travail par soustraction. On parlait de la fresque que tu as réalisée pour la dernière édition du festival, donc de Simone Veil avec son bonnet phrygien, ce qui intervenait à peu près 2 ans après le décès de Simone Veil. Et c'était un message très, très fort, on va dire, dans cette période de lutte pour les droits des femmes et contre l'antisémitisme. C'est important pour toi de faire avancer les mentalités ? Waouh. Je dis souvent que quand je fais une œuvre et qu'elle permet que quelqu'un devant ait une petite étincelle de quelque chose, c'est un petit grain de sable que j'apporte. J'ai la chance, à travers mes peintures, de pouvoir aussi, sans être un artiste de street art, ce que je revendique, je suis pas du tout artiste de street art, mais je viens vraiment du graffiti, mais je peux justement faire Simone Veil sur un grand mur avec un bonnet phrygien. Parce que oui, pour moi aujourd'hui, la Marianne, c'est elle. Voilà. Et elle représente par exemple tellement de combats pour la féminité, le droit des femmes, la lutte contre le racisme, contre l'exclusion. Enfin, cette femme, elle représente tellement de choses à elle seule que oui, de la faire, c'est même plus un gros fuck que de faire un gros graphe sur l'Élysée, tu vois. Alors que en lui-même, les gens y passent, c'est joli. Tu vois, donc c'est chouette aussi d'avoir ce côté-là, c'est-à-dire que oui, je peux faire quelque chose de c'est joli, mais derrière il peut y avoir des messages assez engagés. Donc c'est ça plus ça plus ça plus ça plus ça qui peut faire évoluer les mentalités. Je sens qu'en ce moment la France elle souffre de sa mentalité, quoi. C'est-à-dire que c'est presque déprimant, c'est-à-dire que tu te dis qu'on est en 2020 et qu'on parle du droit des femmes. What the fuck, tu vois. Moi, ça me révolte complètement. C'est-à-dire, ça devrait même pas se poser. La question ne devrait même pas se poser. Donc, voilà, si grâce à un mur, un enfant de 7 ans qui passe devant se dit « Ah, c'est une femme, ah oui, finalement, les femmes, etc. » et qu'il a une réflexion par rapport au droit des femmes ou à autre chose, là, pour moi, j'ai réussi quelque chose, vraiment. Même si c'est une personne, que ça réveille une conscience, mais réveiller la conscience de la France, je pense que ça passe par beaucoup de choses, par une politique qui ne serait pas une politique politicienne, par l'humain, par l'enseignement, c'est tellement important, ça passe par l'éducation, c'est la base, avant l'art. Mais moi je pense que malgré tout, on a tous un combat à mener, et en tant qu'artiste, on peut en mener un aussi. Il est un peu différent, mais on peut. From the street to the wall, it will speak to you. From the street to the wall. On a
entendu Amélie tout à l'heure, donc qui joue un rôle extrêmement important dans ta vie, en tant que ta compagne évidemment, mais également dans ta vie professionnelle. Est-ce qu'à l'image de couples mythiques comme Dora Maar Picasso, Diego Rivera, Frida Kahlo, ou encore Auguste Rodin et Camille Claudel, où les femmes avaient clairement un rôle majeur dans le développement artistique de leur mari ou de leur conjoint, est-ce que tu dirais qu'Amélie est ta Dora Maar ? C'est le plus beau compliment qu'on peut faire à un artiste, je pense. Alors, pour être très sincère, je ne mets pas de différence entre son rôle et le mien. Pour moi, aujourd'hui, on est arrivé à un stade d'équipe et tu vois, par exemple, il y a des artistes aujourd'hui comme les Monkey Bird, etc., qui sont en tandem artistique. Pour moi, on n'est pas à ce point-là, parce que Amélie, bon, ça lui arrive des fois de m'aider à faire des backgrounds et des choses comme ça, donc elle touche un peu aux bombes et elle m'aide vraiment, voilà. Mais sans elle, je pense que ça fonctionne pas, parce que déjà c'est elle qui m'a dit colle là à ce moment-là. Des fois elle me dit non, ça faut pas faire ça, et vraiment j'ai besoin de son avis, donc il est très important dans le processus créatif, artistique aujourd'hui. Aujourd'hui, l'autre fois, j'ai eu la chance d'être dans un bouquin. L'autre fois, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, vous mettez Amélie et Jo, quoi. Enfin, voilà, au même titre, j'ai pas envie qu'il y ait d'échelle ou de décalage ou de différence. Tu vois, on est sur la même marche tous les deux aujourd'hui. Vous êtes des machines à story, quand même, on va se le dire. Pourquoi c'est important de tisser ce lien-là avec le public? Pourquoi c'est important de le faire? Donc en fait, on s'est mis très très tard aux réseaux sociaux. C'est moi qui ai lancé l'Instagram d'ailleurs, parce que je me suis dit, moi, étant bien plus jeune que lui, d'ailleurs ça se voit physiquement, j'ai ouvert un Instagram en me disant c'est peut-être important d'être sur Instagram quand on est artiste, et on a lancé le truc. Donc au début, c'est moi qui gérais toute seule son Instagram, mais c'était à base de je partage le mur qu'il fait ou la toile qu'il a fait récemment, et voilà. Et nous, on adore faire des vidéos. Ce qu'on n'a pas dit dans le truc, c'est que Jo a fait quand même 5 ans de théâtre et voilà, il a son diplôme pour être prof de théâtre, et voilà, et donc il a toujours aimé se mettre en scène et tout. Et on s'est retrouvés un peu là-dessus à faire des vidéos à la con tout le temps, voilà, mais qu'on ne partageait pas. Et en fait, le format story 15 secondes Instagram, on a kiffé. Et on a continué et on se prend au jeu et on le fait tout le temps, et on a choisi de partager le travail de Jo, parce que c'est important quand même, il est artiste, faut pas oublier qu'il fait de la peinture, mais de mettre des trucs, de pas être trop chiant dans les stories, à faire des vidéos d'1 minute où on voit Jo en train de faire 3 traits de peinture. Voilà, si à un moment on peut se fendre un petit peu la gueule quand même, ça nous plaît bien, ce format-là, on aime bien. Jo Dì Bona, Amélie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2020, mis à part un peu de repos? Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que ça continue déjà en 2020, mais après même jusqu'en 2040. je réfléchissais, je calculais par rapport à l'âge de Jo, mais 2040 déjà c'est bien. Je pense que ça peut... Surtout si là on me vanne pour les gifs et tout ça, là en 2040, c'est fini là. Mais que ça continue encore longtemps. Bah oui, puis qu'on s'aime, et puis que voilà, qu'on partage plein de belles choses avec le public et des gens comme vous. From the street to the wall, it will speak to you. Jo, Amélie, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Merci. Merci. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir écouté Du Mur au Mic. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur notre page, à nous aimer, à nous encourager. Vous pourrez retrouver le travail de Jo Dì Bona sur son Instagram, qu'on vous a donné un peu plus tôt, qui est Jo Dì Bona, et sur le site de la galerie The Wall 51, qui est aussi partenaire de ce podcast. Vous pourrez aussi retrouver toutes nos actualités sur notre compte Instagram Du Mur au Mic, les stories aussi qu'on a fait ce soir pour vous partager. Eh bien, pour nous, on se donne rendez-vous au prochain épisode du Mur au Mic.